Donc on va continuer donc, pour cette seconde table ronde de la journée. On va aborder cette fois plutôt l'ouverture des données, l'ouverture des méthodes et surtout la notion de transparence. Donc les questions qu'on va se poser, c'est notamment lié à ce qui est diffusion des données, des métadonnées et de traçabilité des productions. On a déjà parlé dans la journée de l'open data qui a commencé à s'installer, des nouvelles pratiques qui sont liées à l'open data, et d'un autre côté, la diffusion des métadonnées avec Inspire notamment. Donc à travers tout ça, et peut-être avant de rentrer dans les détails de la table ronde, est-ce que l'un d'entre vous pourrait éventuellement me donner quelques mots pour définir ce qu'est pour vous la transparence en géomatique ? Je ne sais pas si je peux répondre comme ça aux débeautés. Qu'est-ce que la transparence en géomatique ? J'ai un peu de mal à trouver une réponse intelligente aussi rapidement. Ouais, si quelqu'un a une réponse. Sur la transparence, je sais pas, moi je ferais déjà la différence entre la donnée et la méthode. Tu peux avoir une transparence sur la donnée, d'où elle vient. Typiquement, l'exemple qu'on cite toujours, c'est oui, on a des données statistiques, mais à date de quelle année? Est-ce que ton contour communal est en adéquation avec ta donnée statistique? Chose que beaucoup de gens ont beaucoup tendance à oublier aujourd'hui, hein. Notamment, pour ne pas les citer, Open Data Soft et compagnie, qui nous proposent des choses qui n'ont pas de sens, parce qu'ils nous proposent des données statistiques spatialisées, mais sur des référentiels qui ne sont pas adaptés à ça. Donc après, je pense que pour le coup, ça manque peut-être de géomaticiens chez eux, même si, chez Open Data Soft, il y a des géomaticiens. Effectivement. Donc peut-être une transparence sur la donnée, d'où elle vient, sa généalogie, mais je pense que Pierre via Geops pourront nous dire qu'au final la généalogie via les métadonnées Inspire, c'est pas forcément ça. Et puis après, je pense qu'aussi dans le rôle d'expertise, et on le disait tout à l'heure, d'analyse spatiale du géomaticien, il y a aussi la transparence autour de la méthode. L'exemple que je cite tout le temps aux étudiants, moi mes étudiants, je leur fais faire des géoscoring parce qu'ils aiment bien, c'est-à-dire venir qualifier et quantifier des équipements en termes d'accessibilité ou encore sur des choses urbanistiques. Donc voilà, on affecte des notes. En gros, on vient, c'est même pas une typologie, c'est vraiment une hiérarchie d'équipements, de territoires, d'iris ou encore de quartiers. Et puis là, ton géoscoring, en tant qu'analyse multicritère, elle est basée sur des critères qui elles-mêmes reposent sur des pondérations. Donc là, il te faut une transparence, en tout cas à mon sens également, sur ta méthode. À partir du moment où tu mets en place un géoscoring, par exemple, ton équipement, tu peux le faire apparaître en rouge, comme en vert, en fonction si tu lui as mis une bonne note sur l'accessibilité en métro ou une mauvaise note sur la population de jeunes. Donc moi, je verrais sur cette question de la transparence, d'un côté, transparence de la donnée, d'où elle vient, est-ce qu'elle est fiable, données statistiques, données spatiales, mais également transparence autour de la méthodologie, avec l'exemple qui me paraît le plus parlant, l'analyse multicritère. Mais après, il y a aussi la question de la transparence, puis peut-être vous pourrez l'aborder sur tout ce qui est la prospective et algorithme. Mais là, on est encore sur un autre niveau, en tout cas sur ces questions. Ouais, je peux peut-être enchérir du coup sur la transparence. Effectivement, en termes de données, c'est pour nous privé hyper important parce que ça permet de légitimiser aussi notre travail, de dire voilà quels sont nos fournisseurs. De quand date l'information, ce genre de choses. Donc ça, c'est hyper important. Là, effectivement, où on a un peu plus de complexité, nous, au niveau des transparences, c'est effectivement pour la méthode, parce que là, ça relève finalement du secret professionnel, où on met en place des logiques de traitement pour faire ressortir de l'intelligence à cette donnée, mais c'est quelque chose qu'on fait au sein de notre R&D et qui est du coup est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises qui se positionnent sur le même marché que nous. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce qu'on attend des producteurs de données du service public qu'il y ait une transparence sur ces méthodes pour qu'on comprenne justement comment la donnée a été créée, données statistiques, interprétation, croisement, ce genre de choses, pour que potentiellement on puisse espérer arriver au même résultat sur d'autres territoires parce que ce jeu de données nous intéresse, mais malheureusement il n'est pas disponible partout. Ça c'est une chose. Mais dans un second temps, on est soumis, nous, effectivement, au paradoxe de dire ce qu'on produit comme intelligence par rapport à la donnée,
on ne peut pas se permettre trop de diffuser parce que c'est ce qui fait notre différence par rapport à d'autres entreprises, quoi. Merci, c'est effectivement les thèmes qu'on souhaite aborder sur cette table ronde. Vous avez un petit peu évoqué les mots-clés qu'on voulait poser dans cet échange. Il y avait une question dans la salle, non? Ok. Donc du coup, pour rebondir un petit peu par rapport à ce que vous avez dit, on voulait parler en premier effectivement la transparence des données. Et vous avez cité également le mot métadonnées. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est assez transparent sur les données? Et est-ce que vous pensez que les métadonnées sont efficaces? Et est-ce que vous pensez qu'elles sont assez claires pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, clairement, quand on fait des cartes, autant parfois on peut avoir des données qui sont très bien renseignées, et autant parfois on va être dans le flou total, soit c'est désorganisé, soit on n'a pas du tout d'informations. Donc, est-ce que vous pensez que à travers ces métadonnées, si vraiment ça fonctionnait, on aurait une véritable transparence? Ou peut-être, est-ce que vous avez un autre avis par rapport aux métadonnées aujourd'hui? Peut-être je vais commencer. En tout cas, pour moi, sur les métadonnées, il faut peut-être les envisager à deux niveaux. D'un côté, tu as les métadonnées plutôt Inspire, qui ont un rôle premier, c'est d'être elles-mêmes moissonnées, donc cataloguées via le géocatalogue. Donc là, on est vraiment sur de la métadonnée technique, avec des normes ISO en XML, par une interaction machine-to-machine. On va moissonner, puis on recrache l'information, rapportage automatique sur le géocatalogue. Et puis après, tu as la métadonnée, moi je joue avec les étudiants, qui est plus le PDF dans le fond. On récupère par exemple la donnée carrée de l'INSEE, moi je l'aime beaucoup. Et donc des fois, voilà, il y a plein de colonnes, et puis on va ouvrir juste le PDF pour savoir à quoi correspond telle colonne, et puis en quelle année elle a été créée. Donc en tout cas, moi, en tant qu'enseignant, je vois deux types de métadonnées. La métadonnée qui n'est pas forcément utilisée par l'utilisateur final de la donnée, qui est plus la métadonnée plutôt législative, orientée Inspire, et la métadonnée plutôt d'utilisabilité sur j'ai besoin d'informations sur notamment le système de projection, la date de mise à jour ou encore la caractérisation des champs attributaires, et puis s'il y a des variables, comment ça a été créé, etc. etc. Mais l'utilité des métadonnées, en tout cas les deux me semblent vraiment aujourd'hui indispensables. D'une part, la métadonnée plutôt technique pour le moissonnage et le rapportage et le catalogage, et d'un côté la métadonnée plutôt classique sous forme PDF, qui est vraiment orientée plutôt utilisabilité. Mais après, c'est vraiment une vision enseignant. Je ne sais pas en tant que professionnel comment vous voyez cette question. Après, je pense que les métadonnées, en fait, c'est un petit peu comme le bœuf, la production du bœuf, c'est la traçabilité en fait de la donnée, c'est les informations de savoir de quand elles datent, comment elles ont été faites, comment elles ont été acquises. Voilà, donc c'est une notion qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est important. Sinon, après, en fait, si on historise un petit peu les données, qui vous dira dans 20 ans à quoi se reporte cette donnée-là, quoi. Donc voilà, c'est ce qui est important, parce que quand vous allez manipuler, avec l'effet Blade Runner, l'utilisation de la donnée qui est ancestrale, par exemple d'il y a 20 ans, comme quand les géomètres faisaient, je dis les géomètres parce que je suis géomètre aussi de formation, où voilà, on a utilisé des méthodes, les méthodes ont évolué dans la discipline. On utilisait à l'époque rien que la chaîne ou le sécrétant, donc le théodolite, vraiment mécanisé. Maintenant, ils sont venus les tachyomètres avec des distances mètres électroniques. L'apparition du GPS il y a une bonne quinzaine d'années, le laser 3D. Voilà, chacune de ces données, des entités qui ont été levées par un géomètre, elles sont plus ou moins précises. Voilà, et c'est ce qu'il faut continuer à conserver pour pouvoir, en fait, ce que je disais tout à l'heure en termes de qualité de la donnée, c'est comment elle a été acquise. On peut dire aujourd'hui qu'avec l'utilisation du GPS, ça a révolutionné tout, mais en l'ayant pratiqué, je peux vous dire qu'avec un théodolite, c'est beaucoup plus précis qu'un GPS. Voilà, parce qu'on peut aller vraiment à 6 chiffres après la virgule, chose qu'un GPS ne pourra peut-être jamais faire, sauf en restant stationné 24 heures, plus de 24 heures sur un point de référence. Voilà, donc c'est compliqué. Bon, certes, l'acquisition au théodolite, elle est fastidieuse, longue, et très compliquée pour quelqu'un qui n'est pas formé à ça, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui viennent se placer lors de l'acquisition. Le GPS, bon, c'est bien, c'est pratique, tout le monde peut s'en servir, mais il y a des notions aussi à acquérir. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez juste un bouton à presser pour matérialiser une borne d'une parcelle.
et en faire une deuxième, vous tirez une ligne, vous avez votre pseudo, limite parcellaire. Mais si, les satellites n'étaient pas positionnés de la bonne façon, si vous aviez des masques avec des arbres, eh bien, vous influez en fait vous pensez avoir de la donnée qui est correcte, alors que non. Quand vous grattez un petit peu les métadonnées des données GPS, vous apercevez que vous pouvez retourner sur le terrain à 200 km d'ici pour aller refaire votre relevé. Donc ça a un impact aussi, quoi. Voilà ce que j'avais à dire pour les données. Oui, je vous en prie. Je voulais intervenir sur les métadonnées. Ce que je pense qui est très important, c'est le lien qui est entre le producteur de données et donc de métadonnées et le consommateur de métadonnées et de données. Parce que quand on est producteur de données, on n'est pas forcément consommateur de données externes un petit peu à notre métier. Donc on considère la production de données ou l'ouverture des données et des métadonnées comme quelque chose qui est un petit peu fastidieux et pas forcément très valorisant. Alors que quand on est producteur et consommateur, on voit l'intérêt de faire ça. Mais si on est juste dans un producteur, comme c'est souvent le cas dans nos métiers, hein, franchement, moi j'ai été animateur sur Inspire, le gendarme Inspire, il n'est jamais venu frapper à notre porte, donc on s'est dit, bon, c'est une obligation réglementaire, mais un petit peu lointaine. Et c'est compliqué de mobiliser les gens sur faire du catalogage, etc. Hein. Ne serait-ce que par les formats, ne serait-ce que par les outils, et puis la valorisation derrière, quoi. Rapidement sur cette question, je pense qu'aujourd'hui aussi, avec la multiplication des méta-catalogues type DataGouv, GeoDataGouv, GeoCadastre, DataGouv ou encore les IDG, on a une vraie déconnexion entre le producteur et l'utilisateur, dans le sens où on a des intermédiaires, notamment les IDS, ou pour beaucoup, moi, utiliser GeoBretagne avec les étudiants. Il y a plein de producteurs, hein, des bureaux d'études, des agences de la biodiversité, des DDTM. Et donc, du coup, on a accès à ces données qui sont, la plupart du temps, et j'insiste pas forcément utilisables, elles sont très intéressantes, mais voilà, on a juste un point de contact, et combien de fois je dis aux étudiants, écrivez à la personne pour leur demander, et la plupart du temps, il n'y a pas de réponse. Donc il y a vraiment une déconnexion, en gros, c'est pas de la faute non plus des producteurs, où on leur dit, tiens, alimente l'IDS ou la page DataGouv, j'ai fait le taf. Par contre, l'utilisateur, lui, il n'a pas accès directement à la donnée via le producteur. Donc je pense qu'il y a aussi des questions à se poser sur peut-être la remise en connexion de l'utilisateur et du producteur, dans le sens où c'est pareil, il y a des doublons, il y a des données qui repassent par une IDS, qui vont être remoissonnées par un geodatagouv.fr, et donc du coup, moi je l'ai trouvé sur geodatagouv.fr, ouais, mais c'est pas la même version que sur l'IDG, et quand tu vas voir le producteur, que tu le connais, parce que je sais pas, c'est un ami, c'est une petite communauté, il te dit, ben non, cette version, elle a déjà 3 ans, on est déjà sur un nouveau millésime. Donc il y a aussi peut-être cette question. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'État se pose vraiment plein de questions, et essaye justement de structurer, de mettre un peu en ordre tout ça, mais c'est pas évident tant les données sont multiples, les thématiques sont multiples, et les producteurs sont multiples aussi, privés, publics, parapublics, étatiques, locaux, bureaux d'études, etc. quoi. Moi, je me demande s'il ne manque pas un 3e étage à la fusée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail professionnel de la géomatique, il consiste aussi à exposer des applications, des traitements, des cartes qui vont être utilisées par des gens qui ne sont pas capables de lire ni des métadonnées Inspire, ni des métadonnées plus simples, qui ne sont pas capables d'ouvrir un fichier XML, et ce n'est pas leur boulot. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut leur filer n'importe quoi. Et donc travailler sur ce 3e étage où finalement les métadonnées ont permis de petit à petit faire effectivement le lien avec un besoin, un usage. Je cherche à savoir où aller randonner, je ne sais pas, où faire ceci, ou qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Et d'avoir quelque chose qui va assurer cet intermédiaire-là de traçabilité, alors c'est toutes les questions de confiance, comment est-ce qu'on les fait, et au final de transparence. Donc et je pense que ce 3e étage-là, il pose des vraies questions de modélisation, des vraies questions scientifiques, des vraies questions techniques, et je ne connais pas beaucoup de gens qui bossent dessus. Il y a des gens qui ont bossé un peu dessus à l'IGN, avec les côtés, la carte à la carte et des choses comme ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit un sujet j'ai un peu l'impression qu'il est un peu abandonné, alors qu'il me semble d'autant plus nécessaire que la popularisation de la carte est en marche. Deuxième chose que je voulais dire par rapport à la traçabilité, on est beaucoup focalisé sur les grandes échelles de fait. Sur les petites échelles,
qui sont importantes aussi pour des analyses qui vont être plus à l'échelle d'un pays, d'un continent, etc. Là, on est vraiment dans une problématique, j'ai envie de dire, de palimpseste. C'est-à-dire que les données géographiques d'aujourd'hui ne sont que en partie des retraductions de choses qui ont déjà été existées. Et si on remonte petit à petit, on s'aperçoit que tout ça remonte à une vieille carte des années 1920 où on a mis un trait là. Et depuis, allez, tout le monde y est parti. Et ça n'a jamais été remis en cause. C'est Xavier Amelot a très très bien montré les conséquences dramatiques que ça peut avoir, notamment sur le fameux chiffre des 90% de la forêt primaire a disparu de Madagascar. Et c'est un chiffre qui est repris par tout le monde, tout le temps, et qui a des conséquences très très précises en termes de mise sous cloche d'espaces naturels, de paysans expropriés, etc. Et en fait, qui est un chiffre qui ne traduit aucune réalité. Qui a été voilà. Donc il faut prendre en compte cette notion aussi de palimpseste mondial dans lequel tout le monde vient, on écrit, on réécrit, on réécrit. Et donc il peut y avoir aussi, entre guillemets, une espèce de mythe de la traçabilité. C'est-à-dire que quand on commence vraiment à faire de la traçabilité et qu'on va vraiment très loin, on s'aperçoit qu'on peut déconstruire énormément de choses. Je crois qu'il y avait une question dans la salle. Oui, rebonjour. Je voulais profiter de la présence universitaire pour demander comment ça se passe dans votre boutique. Parce qu'on parle de qualification et de diffusion de données au sein des collectivités territoriales et des ministères. Ça joue plus ou moins le jeu, et on va dire plutôt plus. Vous aussi, vous avez des géomaticiens au sein de vos laboratoires. Vous créez des données, vous récoltez des données sur le terrain avec, il me semble, dans 90% du temps, de l'argent public, mais on voit rarement ces données sortir, on voit rarement de data papers sur vos papers, même accéder à vos papers est des fois parfois compliqué. Et nous, on serait, bon voilà, j'ai été aussi à votre place, hein, donc, mais on serait ravis d'accéder à ces informations. Et j'ai vu dans mon labo des gens faire récolter 3 fois la même chose à 3 années différentes par les étudiants, alors que ces données-là ont été créées, ont existé. Donc on parle beaucoup du rôle du géomaticien et de cette qualification-diffusion auprès des collectivités et des ministères. Chez vous, en gros, comment ça se passe ? Bah nous, c'est hyper carré. Nous, c'est bien sûr hyper carré, irréprochable. Non. Si moi, je ne devais que, pour moi-même, me faire un tableau Excel de métadonnées, des données que j'ai moi-même collectées pour mes projets de recherche sur les 10 ans qui viennent de passer, j'ai 1 an où j'arrête de faire de la recherche, quoi. Voilà, donc c'est pas pour autant en touche, mais voilà, c'est pas inutile. Mais après, il y a l'illusion que tout ce qui a été collecté est forcément utile pour être réutilisé. Et ça, c'est un débat sur lequel moi, je suis plutôt pour dire que tout ce qu'on a collecté n'est pas forcément utile, a été utile à un point, à un moment donné, pour répondre à une question donnée. Et ça peut effectivement intéresser quelqu'un, mais là, c'est plus des réseaux interpersonnels. On va lui donner la donnée au moment où il va répondre. Moi, je botterai un petit peu en touche en parlant du monde de la biodiversité, justement pour voir aussi comment est-ce que varient les enjeux de métadonnées en fonction des champs thématiques. Les données de biodiversité, une de leurs grandes complexités, c'est que la façon dont on peut interpréter la donnée va dépendre, enfin, extrêmement dépendant de la méthode de collecte. Et donc, avoir l'illusion qu'on va pouvoir trouver une méthode pour remplir des métadonnées qui vont permettre de créer des bases de données qui sont réutilisables à l'infini et pour les temps futurs, pour moi, il faut vraiment se détendre et se dire que ça ne va jamais être possible. Ce qu'il faut au mieux, c'est avoir les références minimum sur l'auteur, la date et à peu près où aller chercher dans la littérature pour retrouver les méthodes qui ont été utilisées. Mais si on veut vraiment, alors d'une part, quand on cherche à créer un nombre de colonnes de métadonnées assez importantes, tout de suite les gens se démotivent et les remplissent pas. Et ensuite, je prends un exemple tout simple, les cartes de végétation. On peut trouver une carte de végétation en ligne avec des métadonnées très bien remplies, avec 10 champs par exemple. Généralement, pour notre recherche, ça ne sera jamais suffisant parce qu'on n'aura pas la méthode précise, l'ontologie précise, etc., etc. Donc pour moi, c'est une question qu'il faut un peu laisser de côté. Et d'ailleurs, la question des métadonnées, c'est une des raisons pour lesquelles, en France, le SINP, donc le système d'information sur naturel et paysage, est en fait un système d'information sur les occurrences de taxons
et non pas sur le paysage. Pourquoi? Parce que toutes les données naturelles, enfin, ou sur le paysage, notamment le paysage naturel, les gens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on peut référencer un créneau des métadonnées sur des données qui sont des données sensibles, des données différentes du simple point GPS qui dit à tel endroit, j'ai vu ou j'ai collecté telle espèce. Donc pour moi, la focalisation sur les métadonnées, c'est un débat qui est intéressant, mais très vite, il faut être conscient qu'en passant trop de temps dessus, on bloque les choses. Et pour moi, je suis plutôt dans une position, référençons au sens, on dit j'ai collecté à telle année une donnée, ou j'ai créé une base de telle façon, c'est moi qui l'ai, venez me voir si vous en avez besoin. Mais après, dire que j'ai la capacité d'informer suffisamment pour qu'elle soit en ligne et que les gens puissent la réutiliser sans revenir vers moi pour me poser des questions, ça me paraît largement illusoire dans le champ de la biodiversité, notamment dans tout le champ des données en SHS, notamment je pense au corpus historien ou au corpus géohistorique, qui sont extrêmement complexes. Et voilà. Après, moi, je vais donner rapidement mon point de vue. Moi, je suis dans un labo de géosocial, donc il n'y a pas beaucoup de géomaticiens. Il n'y en a même pas, concrètement. Hein. On se sent seul, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Comme des fois en collectivité. Hein. Moi, j'ai mes collègues, moi, je pilote au sein de mon UMR, l'Espace et Société, un comité de pilotage sur la stratégie numérique, parce qu'on concrètement, on émet à la masse totale. Hein. C'est facile, effectivement, en tant qu'universitaire, de venir et dire « Ah, collectivité ». Mais voilà, je vais être honnête. Dans les labos de géo, en tout cas, peut-être pas en info, je ne sais pas, en tout cas dans les labos de géo, on est vraiment à la masse, dans le sens où les collègues ont beaucoup de données quali, quanti, et quand on aborde la question, parce qu'on a des injonctions législatives aujourd'hui, pour faire simple, il y a des gros projets européens qu'on appelle les H2020, il y a des obligations de publication des données. Donc aujourd'hui, dans des papiers scientifiques, on cite des jeux de données. C'est des nouvelles logiques qui sont en train de se mettre en place. Moi, je fais un peu de sensibilisation autour de ce qu'on appelle l'open science. Déjà, l'étape numéro 1, ouvrez vos articles, il y a HAL, SHS qui existe, mais c'est pareil, les collègues, la plupart, ils s'en fichent complètement. Après, moi, j'ai une posture peut-être générationnelle de tout libérer, que ce soit des papiers mis dans des revues payantes. Tout ce qui est contenu de cours, c'est pareil, hein, je les diffuse, parce que moi, je pense que c'est normal, mais quand je discute avec beaucoup de collègues, juste les contenus pédagogiques d'un tutoriel sur un logiciel ou une fonctionnalité, il y a plein de collègues qui me disent « bah non, tu ne dois pas le diffuser, enfin tu ne devrais pas, tu vas te faire piller ». Et moi, je pars du principe que je suis payé par les données publiques, donc peu importe que je fasse un tutoriel sur OSM ou SReactGIS, moi je diffuse tout, mais c'est très personnel. Après, honnêtement, moi le retour que j'ai, c'est que les collègues sont vraiment loin de ça. Déjà, pour ouvrir leur propre recherche, leur propre papier, c'est compliqué, mais de là à ce qu'ils ouvrent leur propre base de données, c'est compliqué. Et le frein, c'est que c'est des données qui ne sont pas structurées. Donc on pourrait bien les mettre à disposition, comme vous avez fait, pour GEOP sur DataGouv, c'est de la donnée structurée, on peut la réutiliser. Moi, quand je vois à quoi ressemblent les bases de données de mes collègues géographes, sociologues, ben voilà, c'est des PDF, c'est des tableurs Excel qui ne sont pas structurés. Ça veut dire qu'il faudrait refaire un travail de structuration de la donnée, pour qu'au final, sûrement, personne ne les utilise. Mais c'est en train de changer, et puis voilà, au niveau institutionnel, au niveau du ministère, on a des nouvelles injonctions, et puis il faut qu'on croche dedans. Mais effectivement, moi, mon avis, c'est qu'en géo, on est loin. Peut-être tu peux témoigner sur Toulouse. Oui, parce que du coup, moi je suis ingénieure du coup, dans un laboratoire, et non, on partage les données. Ça se fait de plus en plus. Après, c'est vrai que ça suppose, comme dit Boris, d'avoir un géomaticien dans un laboratoire. Et tous les laboratoires de géographie, moi je suis la seule pour 4 équipes de recherche interdisciplinaires, donc c'est pas le travail qui manque. Après, en fait ça fonctionne avec des partenariats avec les acteurs du public. Nous là on a des projets avec l'AUAT, donc c'est l'agence d'urbanisme de Toulouse, où on travaille en partenariat sur, on donne les données, nous donne des données, on se valide nos propres données. Donc c'est vraiment en lien avec les projets de recherche, et c'est vrai qu'il y a cette injonction du coup de faire qui est du coup voilà, que les données soient utilisées par les partenaires publics. Donc moi je sais que là sur un projet on a détecté de la végétation, donc on utilise des données de GeoSud, de l'Equipex, donc déjà des données publiques. Nous on extrait des données, on les redonne à l'agence d'urbanisme, on les redonne à d'autres partenaires qui vont valider ou qui vont les utiliser d'une autre manière, mais ça suppose après voilà, ce travail de transparence et de qualification qui prend du temps.
mais ça se fait. Et voilà, je travaille aussi avec Météo France, où du coup, ils nous donnent des données, on leur donne des données, et même pour Toulouse Métropole, c'est encore le cas bientôt, où au-delà des données, même de scripts informatiques, pour pouvoir modéliser, donc il y a vraiment c'est en train de se faire. Mais c'est vraiment... la question, c'est vraiment du coup, un chercheur n'a pas le temps et ne peut pas faire ça. C'est vraiment le travail d'un ingénieur. Et s'il n'y a pas un ingénieur dans un laboratoire, on ne peut pas le faire. Voilà. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, je suis désolée de vous Peut-être interrompre. rapidement, il faut aussi préciser que c'est en lien avec les types de laboratoires. Je cite juste les collègues qui sont exemplaires, c'est les laboratoires Costel, plutôt télédétection environnement. Ils ont des moyens, ils ont une infrastructure de données spatiales qui s'appelle Indigéo, qui diffuse leurs travaux de recherche. Moi, si dans mon labo, il y avait une IDS, je serais très content, mais je n'aurais pas grand-chose à y mettre, vu que mes collègues ne font pas forcément de la data géo. C'est aussi une question de sensibilisation, de culture métier, comme tu le disais, de compétences en interne. Mais voilà, on est loin, très loin, en tout cas en géo humaine, classique. Très bien, merci. Je vais laisser la parole à Florent pour passer dans un second thème qu'on a un petit peu abordé déjà. Merci d'avoir répondu en tout cas. Oui, merci. Effectivement, on l'a un peu abordé en introduction. On retrouve un peu l'idée là dans les métadonnées, c'est-à-dire donner un peu ces méthodes de production de la donnée. On en a besoin pour savoir ce qu'on utilise. La question, c'était, une fois qu'on a cette donnée, qu'on la traite, qu'on fait un rendu et qu'on le diffuse, là on n'a plus grand-chose sur la chaîne de traitement, sur les choix qu'on a fait en termes de représentation. Donc c'est quelque chose qu'on trouve généralement, normalement, dans le domaine scientifique. Effectivement, je produis un résultat, il faut que je produise en même temps ma méthode, il faut que ça puisse être reproduit par d'autres pour que ce soit valable. Là, je fais de la donnée cartographique, enfin je fais un traitement, une analyse, je ne fournis pas forcément toute la chaîne de traitement qui aboutit à ce résultat. Alors, ça a déjà été abordé un peu par Elka Spatialis, mais on peut quand même se poser la question. Voilà, des métadonnées des traitements et de la transparence sur les traitements appliqués, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? En théorie, je dirais, dans l'idéal, que à partir du moment où cette réflexion et ces méthodes ne sont pas le gagne-pain de l'entreprise, en particulier pour le privé, moi je dis banco, autant partager la méthodo si c'est pas ça qui nous fait gagner notre croûte. On a eu dans l'idée, nous, de mettre un blog en place ou de participer à des publications, ce genre de choses. Simplement, pour le moment, la limite est encore floue entre ce qu'on peut se permettre de partager parce que c'est des problématiques communes à tous les gens du métier, on va dire, sur la géomatique pure, des interrogations qu'on peut tous avoir, et ce qui fait réellement la plus-value et l'intelligence qu'on ressort de ce travail-là. Donc nous, on est encore jeunes, on tâtonne un petit peu à ce niveau-là, mais c'est vrai que dans l'idéal, moi je suis pour cette transparence de méthodologie, pas forcément pour le client, parce qu'il comprendra peut-être pas forcément ce dont on parle, mais au moins pour les collègues qui sont confrontés aux mêmes problématiques, pour faire avancer un peu la réflexion. Moi, c'est ce que je trouve frustrant du fait de travailler dans le privé, dans une petite structure privée qui doit faire du chiffre impérativement, c'est que on voit un peu cet aspect finalement hypocrite de l'utilisateur de l'open data qui se sert, mais qui ne rend rien au départ parce qu'il a besoin de gagner sa vie. Une fois que qu'on sera établi et qu'on pourra dire on s'est imposé sur le marché, la banco, on peut avoir autant de transparence qu'on veut. En tout cas, dans le privé, c'est vraiment, comme cela que j'identifie, c'est que on est lié par des impératifs financiers qui font que déjà, on n'a pas forcément le temps de mettre en forme correctement nos méthodologies déjà en interne pour faire du transfert de compétences pour toute l'équipe. Donc, on a encore moins le temps de mettre ça en forme pour toute la communauté. Par contre, c'est un petit peu pour ça que la loi Inspire a été mise en place aussi. C'est pour faire profiter en fait des entités particulières, privées, et de pouvoir créer en fait de la donnée, quoi. Enfin, créer de la donnée ou un potentiel commercial dessus.
Donc on n'a pas à se cacher non plus aussi comment dire, sur nos méthodologies, mais après, ouais, gardons nous nos petits secrets pour ne pas se faire bouffer par la concurrence également. Donc il y a, voilà, on est le cul entre deux chaises, comme disait Max. Entre l'open data, on essaye comment dire, de récupérer la donnée, de la traiter, de la nettoyer, de faire des retours quand c'est nécessaire, comment dire, aux organismes, aux fournisseurs de la donnée pour qu'il y ait un service aussi qui soit rendu, qu'on a détecté voilà, une problématique. Qu'on discute avec eux, voilà, j'ai levé un problème, est-ce que vous pouvez corriger? Ça améliorera déjà eux leur service. Nous, ça nous permettra aussi de lier avoir des liens avec ces, enfin, faire un petit réseau en fait entre guillemets avec ces fournisseurs de données là. Mais après voilà, oui, sur ce qui est le traitement géomatique, oui. Après les secrets, non. Enfin, je pense qu'on va les garder aussi, sinon on va se faire bouffer par la concurrence, pardon. Oui, une question. Juste pour rebondir sur ce que disait LK Spatialiste, la logique privée-publique, elle se pose quand même, parce qu'il y a des gros producteurs de données qui sont des publics, beaucoup. Voilà, le privé s'appuie beaucoup sur les données publiques produites pour créer une richesse, certes, mais qui s'appuie déjà, donc il y a quand même une chaîne de production, etc. Et la répartition des fruits de cette production, etc., je ne sais pas comment elle se fait aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que la question soit posée de façon très claire, économiquement parlant. Sur le retour finalement sur cette donnée, Jérémy pourra en parler aussi mieux que moi, parce que finalement c'est les premiers intéressés, finalement c'est de l'usage qu'on fait de leurs données. Déjà, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de donner une légitimité à cette donnée dans un premier temps, de justifier, de donner de l'importance à l'open data, à la plateforme, à tout le travail qui est fait par leurs équipes. Ça, c'est dans un premier temps. Et après, économiquement, j'ai pas forcément d'idée sur la question. Simplement, nous, notre rôle, et on souhaite le développer évidemment avec tous les partenaires publics avec lesquels on travaille, je pense que c'est le rôle du privé qui se sert de cette donnée ouverte pour créer de la richesse. C'est aussi de participer à la mission de service public en faisant son retour d'expérience sur la donnée qui est mise à disposition. Nous, après, on est une start-up. Si je me rappelle du schéma, on est en plein milieu de nulle part. Donc déjà, au niveau du positionnement, c'est compliqué pour nous. Parce qu'on est un peu le cul entre deux chaises, entre le bottom-up et le top-down. Donc on essaye un peu de trouver notre place, d'établir des partenariats avec le public, parce que on est de toute façon obligé de bien s'entendre avec eux, ne serait-ce que pour partager des méthodologies de travail avec les services géomatiques des différentes collectivités, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'on est jeune, nous on n'a pas forcément la même posture qu'une boîte qui aurait 15-20 ans et qui serait vraiment imposée sur le marché et qui aurait des choses clairement établies avec les différentes collectivités. Je voulais une dernière question alors. C'est pas une question, c'est juste un éclairage. Sur ce que disait Maxime, dont je comprends tout à fait le modèle économique des structures privées, et moi j'ai bossé pendant 10 ans dans le privé avant d'aller dans le public, donc j'y suis sensible. Mais nous, par exemple, dans le réseau des parcs nationaux, on a fait quasiment tout ce qu'on fait développer, que ce soit au niveau application ou secret de fabrication, etc. C'est dans le contrat qu'on passe avec le prestataire, et tout est sur GitHub derrière, et tout est en libre. Donc ça veut dire que on peut considérer ça comme du one-shot, en fait. Mais au final, on s'aperçoit, vous avez dû sûrement y réfléchir mieux que moi, mais que le fait d'être sur GitHub et le fait de faire du buzz derrière, ça amène peut-être des gens à rentrer en contact avec ces prestataires-là, alors que si c'était resté en vase clos, peut-être que vous seriez passé à côté. C'est une démarche qu'on a, nous, dans notre réseau. Après.
Oui, ben nous, voilà, c'est clairement le genre de réflexion qu'on est en train de mener. Simplement, honnêtement, on est dans le jus, totalement. Donc, voilà, comme on disait tout à l'heure, quand on est en phase de production et qu'on est vraiment pris à la gorge par ça, toutes ces perspectives qui idéologiquement nous tiennent à cœur, bah, elles passent à la fin, quoi, temporairement, jusqu'à temps qu'on soit à même de pouvoir les mettre en place. Je voudrais revenir, m'écarter un peu du sujet de l'open data, mais plus celui de la transparence des méthodes. La première étape de la transparence des méthodes, elle est due par le prestataire à son client. Elle est due par le responsable de la collectivité, enfin le géomaticien de la collectivité, face à la personne qui va ou recevoir la carte ou pouvoir la construire lui-même en cliquant sur 2 boutons sur son application. Et enfin voilà, je pense que ça, en dehors du fait de l'exposer ensuite ailleurs, ça c'est quand même un phénomène assez important. Et moi je me rends compte, par exemple, en discutant avec les gens qui sont plus dans le domaine du géomarketing, donc qui travaillent avec les banques, les assurances, etc. On est quand même à une époque où maintenant il y a une espèce d'exigence de simplicité du produit final, c'est-à-dire moi je veux un tableau de bord où j'ai mes zones commerciales en vert pour celles où ça va bien et en rouge pour celles où ça va mal et dont il faut que je m'occupe. Et avec une gamme colorée en 4 points, et ce sera bien suffisant. Donc ce qui implique d'autant plus de se donner les capacités à expliquer quel est le raisonnement derrière, parce qu'un décideur va prendre une décision là-dessus qui peut être lourde de conséquences. Donc il est très important de trouver les moyens de nourrir cette explication-là de façon simple, de façon justement qui ne crée pas d'obstacles pour permettre justement d'avancer. Et j'ai l'impression, des quelques personnes avec qui moi j'ai discuté dernièrement, qui sont un peu dans la data vise, qui associent data vise, décisionnel, géomarketing, etc., que c'est quelque chose dont ils se sont rendus compte. C'est-à-dire qu'avant, clairement, on vous fabriquait votre tableau de bord, vous aviez des cartes partout, des indicateurs partout, et le mec, il savait même plus à quoi ça correspondait, quoi. Et maintenant, on sent qu'il y a quelque chose qui s'établit plus dans le dialogue, dans la construction. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont appris des choses et qui sont un peu plus au clair sur cette notion de transmission des méthodes, même rien que le premier, son client, quoi. C'est logique, il faut que ce soit éteint pour que ça marche. Philippe Miellet et Dater. Je réagis très rapidement sur cet échange en tant que société privée travaillant depuis 30 ans pour essentiellement les collectivités publiques et les services de l'État. Je pense que c'est un sujet extrêmement complexe qu'on a un peu tendance à simplifier en ce moment, qui est tout simplement le sujet de la propriété intellectuelle. Et sous prétexte effectivement de réflexions passionnantes sur les communs, sur la transparence, sur l'ouverture, sur les licences ouvertes, on a un peu tendance à oublier qu'il y a quand même un droit de la propriété intellectuelle qui a préexisté à toutes ces questions et qui reste extrêmement important, notamment pour des sociétés privées qui, bien évidemment, sont dans un univers concurrentiel. Et donc, je rebondis sur ce que disait Françoise de Blomac. Autant aujourd'hui, par exemple, un client me dit Monsieur Miellet et Dater, expliquez-moi la démarche et la méthode qui amènent aux résultats que vous me proposez, qui vont éventuellement m'amener à une aide à la décision. Il me paraît absolument évident que je la lui dois et que d'ailleurs c'est ma crédibilité de professionnel, mais pour autant il n'en devient pas propriétaire. Et je pense qu'aujourd'hui il y a une difficulté que je ressens beaucoup, notamment dans les marchés publics aujourd'hui, qui est que la puissance publique va trop vite dans les clauses des marchés publics en réintégrant aujourd'hui le fait de reverser et les données, et les méthodes et les traitements, et tels que les marchés publics sont la plupart du temps configurés aujourd'hui, en devenant propriétaires. Ce qui pose de gros problèmes aujourd'hui aux sociétés privées. Donc transparence n'est pas propriété. Juste pour aller dans le même sens, parce
Effectivement, ça c'est quelque chose qui semble évident dans le domaine privé et que ça va un moment bloquer. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un minimum à transmettre en termes de grille de lecture? C'est-à-dire que là, en version client, ça paraît une évidence, mais si le client, c'est un organisme public qui va réutiliser cette donnée pour communiquer, pour prendre une décision, mais en concertation, est-ce qu'il n'y a pas une grille de lecture à donner pour pouvoir quand même mieux analyser, mieux comprendre le produit, ou le critiquer, ou en trouver ses limites? Je pense que c'est quasiment un domaine de recherche. Enfin, je veux dire, il y a à trouver, comme je disais tout à l'heure, sur ce troisième étage de la fusée, il y a à trouver aussi des moyens de transmettre comme il faut un minimum d'informations pour donner des clés de lecture. Bon, en même temps, les cartographes ne sont pas des billes. Et il y a quand même vachement de cartes qui sont bien faites et qui expliquent ce qui se passe. Alors après, ça dépend jusqu'où on va creuser, du bout, hein, parce que si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, on peut se poser, il y a toujours un moment où le modèle a été comparé à la vérité de terrain. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on m'explique ce que c'est que la vérité de terrain quand c'est de la BT topo qui a servi pour valider des modèles, quoi. Donc, voilà, c'est jusqu'où on va dans la déconstruction systématique aussi. Alors, vous dites que c'est un sujet de recherche. Moi, je pense qu'aussi, avec la loi Le Maire, qui amène diverses interprétations, c'est aussi surtout un sujet juridique. C'est à l'ouverture des données avec le concept de données d'intérêt général, d'ouverture des codes sources. Et que je pense qu'il y a une profession liée à la donnée qui va peut-être apparaître liée aux juristes de la donnée. Mais je pense que c'est aussi... et surtout avec la loi pour une république numérique, un sujet juridique. Merci. Je vais juste passer la main. Donc, alors, une dernière question. C'est vraiment juste pour compléter, parce que du point de vue de la recherche, le CNRS a développé quand même pas mal de bagages juridiques pour répondre à ces questions-là que se posent aussi les privés. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai créé un script informatique, pas toute seule, on est 3, hein, et le CNRS me couvre. Mais ça ne veut pas dire que ma donnée, mon script informatique, je ne peux pas le donner à Toulouse Métropole, je ne peux pas le donner à la UAT. Par contre, je reste l'auteur, et s'il y a une modification, et ben voilà. Et c'est tout le système des licences ouvertes, voilà, et là-dessus. Et les acteurs publics, comme le CNRS, nous accompagnent, ont un service juridique qui nous accompagne pour dire voilà, vous pouvez, il y a un effet de transparence, vous pouvez donner vos données, vous pouvez donner vos méthodes, expliquer vos méthodes, tout en restant auteur, pas propriétaire, auteur. Et du côté du privé, j'imagine que c'est aussi en cours. En tout cas, dans le public, dans la recherche, c'est une question qui se pose depuis très longtemps. Et il y a toute une cellule du CNRS qui est là-dessus. Voilà. Merci. Je passe donc la main à Eric. On va passer un peu vite là, mais pour aborder la troisième partie. Oui, alors il ne reste pas beaucoup de temps, je crois, mais ça nous semblait intéressant d'aborder ça. Alors, justement, Mme de Blomac, je crois qu'on est en train de creuser un peu beaucoup, mais ça nous semblait intéressant de voir la partie sur la quantification de l'erreur en géomatique. Et l'exemple typique avec ça, c'est Google Maps. On clique dessus, il nous annonce un itinéraire au mètre près et à la seconde près. Et on est capable, voilà, et on l'assume, on le lit immédiatement comme une vérité absolue. De la même façon, on lit les traits sur une carte comme des limites parfaites, alors que des auteurs comme Jean-François Gir ont montré que dans les SIG, même les plus classiques, et même sur les traitements les plus simples, les mesures d'air, on a des marges d'erreur qui ne sont, je crois que je peux le dire avec assez de confiance, qui ne sont jamais communiquées. Les marges d'erreur sur les traitements géomatiques. Donc voilà, est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que l'erreur qu'on ne voit pas n'importe pas? Est-ce que c'est quelque chose d'important à développer? Alors, moi, c'est un très bon exemple que tu cites les itinéraires de Google, parce que nous, on a été confrontés à cette problématique-là, où le client et même l'individu lambda prend Google pour évangile. Ce qui nous pose un peu problème, nous, parce que en matière de méthode de routage, d'études de graphes, d'analyse de proximité, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des heuristiques, mais finalement, chacun a raison ou chacun a tort, en fait, selon les approches qu'il fait. Il va se rapprocher plus ou moins d'une réalité, mais on reste sur de la modélisation.
Donc forcément, c'est pas parce que Google nous dit que là je vais mettre 15 minutes que Mappy nous dit je vais mettre 12 minutes. Si nous on dit au client qui met 10 minutes, qu'on a tort. Ça, c'est un des problèmes auxquels on est confronté systématiquement sur ce genre d'approche, parce que effectivement, on est un outil de prospection foncière, mais aussi on donne à voir des informations de proximité aux différentes aménités du territoire en multimodal. Et en gros, on nous dit, vous avez fait une erreur, vous avez tort. Non, on n'a pas la même chose que Google, c'est tout. Et ça, c'est très compliqué à justifier en fait par rapport à un mastodonte comme ça, parce que comme on n'a pas forcément non plus systématiquement toutes les méthodes de calcul de toutes ces entités-là, comment justifier que notre calcul dans ce cas présent est meilleur que d'autres? C'est extrêmement compliqué. Moi, je rebondis à ce que tu viens de dire, et surtout un mot que je trouve intéressant et que moi je dis tout le temps aux étudiants dès que c'est la première fois qu'ils ouvrent un SIG, c'est une modélisation à un instant T d'une réalité. Il n'y a pas de base de données exhaustive, même si OSM c'est super. OSM, l'école, c'est un point, c'est pas forcément les contours du bâti. Encore, le contour du bâti, ça se trouve, entre-temps, l'école a déménagé. Donc il ne faut jamais oublier, et là je pense qu'on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle du géomaticien, c'est aussi de sensibiliser au fait de dire que ce n'est pas une vérité absolue, comme la donnée numérique en général, quoi qu'on nous dise sur les algorithmes et le prédictif. Peut-être qu'un jour, on sera là-dedans. En tout cas, pour l'instant, en termes d'information géographique, notamment vectorielle, ce n'est qu'une modélisation de la réalité sous 3 formes primitives, des points, des lignes, des polygones. Depuis 40 ans, on n'a pas réinventé la roue. OSM propose un modèle alternatif avec des nœuds, des relations et des aires, mais je veux dire, ça reste cette même logique de modélisation. Et surtout, au-delà de la modélisation, il faut aussi que le géomaticien dise que c'est une généralisation. Lorsqu'on commence, comme vous avez présenté ce matin, à parler de topologie entre des données référentielles que sont le cadastre, un PLU et un contour de commune, voilà, effectivement, à l'échelle de la commune, ça passe. Quand tu commences à l'échelle de la parcelle, il y a des décalages de 1 mètre, 10 mètres, 15 mètres. Pareil sur les données statistiques, moi c'est ce que je dis toujours aux étudiants, on fait une carte choroplète des densités de population, c'est très intéressant, mais dans ta commune, là, il n'y a pas 12 312 personnes qui vivent actuellement. Déjà, il faut préciser que l'INSEE, c'est des échantillons d'échantillons. Si on parle de la donnée carrée de l'INSEE, c'est encore plus compliqué. Donc je pense que là, c'est vraiment le rôle du géomaticien de sensibiliser et de dire, d'une part, la donnée spatiale, point, ligne, polygone est une généralisation, une modélisation, et si tu commences à associer de la donnée attributaire, notamment statistique, il faut aussi prendre du recul. Mais là, je pense que ça vient aussi, c'est aussi dans les formations, mais dans les formations, je pense que tout le monde a été formé à cette question de prise de recul, au-delà de dire oui, effectivement, on peut faire mentir des cartes, comme tu disais toi-même tout à l'heure, ce qui donnera peut-être des nouvelles charges de cours, ici ou ailleurs, c'est cette critique de la donnée qu'il faut aujourd'hui vraiment développer avec les étudiants d'un point de vue attributaire comme d'un point de vue géométrique. Mais effectivement, l'erreur fait partie du SIG, et puis ça m'interpelle vraiment ce que vous dites, effectivement, Google a raison. Ou dans Google Earth, j'ai vu ça. Ouais, mais bon, c'est compliqué, je trouve. En tout cas, pour vous, ça va pas être facile de déconstruire aussi ça au quotidien, parce que Google a une telle force de frappe avec son Google Earth, son Google Maps ou encore son Waze, que effectivement, pour la personne qui ne connaît pas forcément, pour lui, c'est la vérité absolue. Je veux dire, c'est les plus forts, c'est les plus grands, c'est les plus puissants. C'est évidemment Google, quoi. Juste pour dire, on est très court en temps là, donc on peut maintenir les interventions relativement courtes pour avoir le temps de dire des choses chacun. J'ai envie de réagir par rapport à ce que tu dis. Est-ce qu'un des problèmes, c'est pas aussi le fait d'utiliser un calculateur d'itinéraire qui a été conçu pour le grand public, pour aller d'un endroit à un autre, qui s'est affiné, etc., qui devient de plus en plus précis, mais dont chacun qui l'utilise pour ça, quand on l'utilise vraiment pour ça, on sait. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin d'une page de métadonnées pour me dire que c'est quand même... il peut y avoir un accident sur la route, ça va peut-être moins bien se passer que je ne le pensais, il y a peut-être d'autres itinéraires qui sont possibles. Je pense que les gens qui l'utilisent, ils en ont conscience de ça quand on est dans son mode particulier, qui utilise un service de calculateur d'itinéraire. Bon, par contre, effectivement, s'il me dit 20 minutes, je vais dire que je serai à mon rendez-vous dans 20 minutes en me disant que ça va plus ou moins bien passer.
Et le fait de l'utiliser, en fait, d'utiliser cette même algorithmie, ces mêmes bases de données, finalement, ces mêmes outils, avec des démarches qui, là, sont beaucoup plus professionnelles, où on va s'en servir pour faire, justement, de passer d'un calcul d'itinéraire à un calcul d'isochrone, je pense que ça fait aussi partie de la difficulté que l'on se crée. Et cette hybridation aujourd'hui, et qui ne va pas se calmer à mon avis, entre les outils particuliers qu'on a dans nos poches, qui deviennent les référents des outils professionnels, va continuer à complexifier les choses. Après, sur le fait de comment rendre compte des marges d'incertitude, des marges d'erreur, on arrive à peu près à le faire dans le domaine de la météo. Donc peut-être qu'on va y arriver aussi dans le domaine de la géo. Alors voilà, juste pour finir, avant de passer la parole à Monsieur Joliveau, à moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui veuille intervenir, quelque chose de particulier. Je pensais à la métaphore du docteur, et dans les études de médecine, dans les sondages même, on donne le nombre de sondés et des idées de marge d'erreur. Et c'est quelque chose que j'ai encore vu que pendant mes cours de géomatique de première année, où on nous demandait avec chaque carte de mettre la répartition statistique, les chiffres significatifs et toutes les méthodes et les sources des données. Voilà. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait communiquer? Oui, on va passer à la dernière question. J'ai juste une petite annonce à faire, parce qu'en fait, dans toute la journée, il m'a semblé qu'il y a eu un fil conducteur qui était la qualification des données géographiques. Et je pense qu'en fait, quand on qualifie des données, on qualifie aussi des traitements, parce que les données naissent de traitements géomatiques. Et je pense que les géomaticiens a une carte à jouer à ce niveau-là, il sera toujours présent. C'est-à-dire que ce ne sera pas un informaticien qui pourra qualifier une donnée, peut-être plus un géomaticien, par son rôle d'interface. Et du coup, j'ai juste une annonce à faire, c'est qu'on, dans mon groupe de travail, enfin du CEREMA, donc j'appartiens au CEREMA qui est un centre d'études dépendant du ministère de l'écologie, on a réalisé des fiches en fait qui proposent des indicateurs de qualité. Comment on mesure la qualité sur différents domaines, l'exhaustivité, la validité temporelle. Donc je vous invite, vu que ces fiches sont gratuites et accessibles à tous, à vous les procurer, voire même à les critiquer. Donc il y a nos mails. Et je sais que des enseignants ont déjà commencé à les utiliser en cours, donc je les en remercie. Voilà, c'est tout. Et si je peux faire une annonce aussi. Donc, comme toujours, les sujets de la journée professionnelle organisée par l'IDG régional, donc ex-Sigueller qui s'appelle OpenIG, sont très régulièrement en résonance avec les sujets du géoséminaire et se situent à quelques semaines d'écart. Donc rendez-vous le 12 avril, cette fois-ci à Carcassonne, puisque l'association a pris une dimension occitane, et sur un sujet, sur une journée sur les référentiels. Et voilà, derrière tous ces sujets de transparence, d'ouverture, etc., je pense que la notion de référentiel est aussi une notion qu'il faut questionner à différentes échelles, avec différents cas d'utilisation. Donc, bien entendu, vous êtes tous les bienvenus à cette journée. J'ai fait le boulot, hein, je suis bien. Hein. Je vous présente la nouvelle directrice d'OpenIG qui est dans la salle. Bonjour. Eh bien, je vous remercie tous pour votre attention et votre participation active. Je vais laisser la parole à M. Joliveau pour une très courte conclusion. Et donc, à bientôt à tous pour d'autres réflexions. Ok, merci. Oui, ça va être très très court parce que c'est vraiment très difficile de synthétiser un discours analytique comme celui-là. Donc, moi j'ai trouvé très, très intéressant. L'idée qui est sortie, c'est que ça reste des pratiques complexes, qui sont lentes, mais qui progressent. Il y a des renouvellements avec la loi Le Maire, etc., qui vont se poser, qui vont amener à réfléchir de nouveau. Il y a peut-être en effet la différence entre propriété intellectuelle, propriété des données, entre les données elles-mêmes et les méthodes. Des fois, je me suis demandé si on n'est pas obligé de reverser les données, mais on peut reverser les données, mais on n'est pas obligé de verser les méthodes toujours. Il y a une part de secret méthodologique qui s'explique pour les sociétés privées qui vivent de cela. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du type de licence, parce qu'il y a des licences qui interdisent
des utilisations sans production à l'identique et sans reproduction à l'identique, et d'autres qui est complètement libre, qui laisse. Voilà. Donc je ne vais pas être plus long que ça, vous m'avez déjà bien assez entendu aujourd'hui. En tout cas, c'était très intéressant et ça montre que c'est un vrai sujet sur lequel les géomaticiens travaillent, réfléchissent, et on voit qu'il y a encore du travail à faire, mais le débat avance. Et puis voilà, merci de votre attention, je m'arrête là. Écoutez, merci. C'est pas une position officielle, c'est une position toute personnelle, de participante au Géoséminaire depuis de nombreuses années. Merci, c'était une super édition. C'était vachement bien parce que la parole était libre et pas forcément très institutionnelle, et moi j'aime bien ça. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Bon, du coup, c'est ainsi que s'achève cette 11e édition du Géoséminaire. Donc, on espère que les interventions et les échanges qu'il y a eu pour les tables rondes ont répondu à vos attentes et à vos questions. Voilà, n'oubliez pas l'enquête de satisfaction parce que c'est important pour nous. Et puis, voilà, je vous remercie encore.